Divorcer pendant qu'une grossesse avance est perçu comme une faute avant même d'être compris. La vie commence, la relation vacille, et l'on exige une cohérence immédiate, surtout lorsqu'il s'agit d'une figure publique. Il n'y a pas de phrase juste pour expliquer cette collision. Le silence n'est pas une fuite, c'est la seule position possible quand chaque mot devient une condamnation. Dès qu'une grossesse est connue ou supposée, une règle implicite s'impose. Tout doit tenir. La relation, le mariage, l'image. La grossesse n'est plus un fait biologique, elle devient une injonction morale. Elle est censée stabiliser ce qui, en réalité, peut déjà être fragile. À partir de là, toute hésitation est interprétée comme une défaillance. Cette norme est d'autant plus violente qu'elle ne laisse aucun temps. Le corps avance, l'enfant se forme, et l'on attend une cohérence immédiate. Il n'existe pas d'intervalle légitime pour le doute, la fatigue, la désillusion. La grossesse efface le droit à l'instabilité émotionnelle. Elle transforme la complexité en faute. Lorsque la rumeur de divorce apparaît dans ce contexte, elle ne décrit pas une situation. Elle déclenche un jugement. Peu importe ce qui se joue réellement dans le couple. La grossesse suffit à disqualifier toute séparation. Rester devient moral, partir devient suspect. La réalité intime est écrasée par une attente collective simplifiée. Pour une figure publique, cette pression se démultiplie. La grossesse n'appartient plus seulement à la sphère privée, elle devient un symbole que l'on exige de voir protégé par une image de continuité. Le mariage est sommé de fonctionner, même s'il ne tient plus, et l'homme se retrouve pris dans un piège sans issue acceptable. À ce stade, parler aggrave la situation. Expliquer serait justifier. Justifier serait se défendre. Le silence n'est donc pas une absence de responsabilité, mais une réaction à une morale qui ne supporte pas la nuance. Quand la grossesse devient une norme à respecter coûte que coûte, toute parole honnête devient dangereuse. Au moment où la grossesse avance, le mariage cesse d'être perçu comme un lien vivant. Il devient un symbole attendu. Il est sommé de garantir la stabilité, d'absorber les tensions, de prouver que tout est sous contrôle. Peu importe son état réel, peu importe ce qui s'y fissure, ce qui compte, c'est qu'il reste debout en apparence. Cette transformation est brutale. Le mariage n'est plus un espace où l'on peut douter ou se réajuster. Il devient une vitrine morale. On n'attend pas qu'il fonctionne, on exige qu'il rassure. À partir de là, toute fragilité conjugale est interprétée comme une défaillance personnelle. La relation n'a plus le droit d'être traversée par le doute. Lorsque la séparation est évoquée, même à l'état de rumeur, elle heurte cette fonction symbolique. Le mariage ne serait plus en mesure de jouer son rôle protecteur. Et c'est précisément cela qui choque. Non pas la souffrance des personnes concernées, mais l'effondrement d'une image censée encadrer la grossesse. Pour un homme public, cette pression est redoublée. Le mariage n'est plus seulement une affaire intime, il devient un élément de crédibilité. Tenir le couple revient à tenir un récit. Le rompre, même silencieusement, revient à perturber un ordre que l'extérieur juge nécessaire. Dans ce contexte, le mariage ne protège plus les individus, il protège une attente collective. Et lorsque cette attente entre en conflit avec la réalité vécue, il n'y a pas d'issue simple. Rester peut devenir une forme de violence prolongée. Partir devient une transgression morale. Entre les deux, le silence s'impose comme unique zone neutre, non par confort, mais par absence d'alternative acceptable. Dans cette configuration, parler ne clarifie rien. Toute explication est immédiatement filtrée par une attente morale déjà fixée. Dire que la relation vacille pendant une grossesse est entendu comme une excuse. Dire que la séparation est nécessaire est reçu comme une faute. Le langage perd sa fonction explicative. Il devient un outil d'auto-incrimination. Cette impossibilité de se justifier tient à une asymétrie simple. La grossesse est perçue comme un fait indiscutable, la crise conjugale comme une faiblesse suspecte. L'un appelle la protection, l'autre la suspicion. Aucune phrase ne peut les faire coexister sans hiérarchie. La parole est donc piégée avant même d'être prononcée. Pour une figure publique, ce piège se referme plus vite encore. Toute tentative de nuance est interprétée comme une stratégie.
Toute précision comme une mise en scène. Le doute n'est pas toléré. Il est lu comme un manque de responsabilité. Le silence cesse alors d'être un choix de communication pour devenir une mesure de protection minimale. Ce silence n'apaise pas la rumeur, mais il empêche l'escalade morale. Il limite les dégâts dans un espace où la complexité n'a pas droit de citer. Se taire, ici, ne signifie pas fuir ses obligations. Cela signifie refuser un procès dont les règles sont déjà écrites. Ainsi, l'impossibilité de se justifier révèle le cœur du problème. Quand la grossesse impose une lecture unique, toute parole honnête devient dangereuse. Le silence n'est pas vertueux. Il est simplement le dernier endroit où la réalité peut encore tenir sans être immédiatement déformée. Dans ce contexte, la douleur n'a pas de place reconnue. Être affecté pendant une grossesse est perçu comme indécent. La souffrance conjugale devient illisible face à la priorité absolue accordée à l'enfant à venir. Il ne s'agit pas de nier la responsabilité, mais d'admettre que toute douleur adulte est disqualifiée d'avance. Cette disqualification produit une violence silencieuse. On peut être présent, inquiet, engagé, et pourtant jugé insuffisant. La grossesse écrase la nuance. Elle exige la solidité, la continuité, la retenue. Toute fragilité est interprétée comme un défaut moral, non comme un état humain. Pour une figure publique, cette violence se redouble. La douleur ne doit pas seulement être contenue, elle doit être invisible. On attend une tenue irréprochable, une image stable, un comportement exemplaire. La peine n'est tolérée qu'à condition de ne rien déranger. Elle doit exister sans se manifester. À ce stade, l'impuissance devient centrale. Non pas l'impuissance à aimer ou à assumer, mais l'impuissance à faire reconnaître ce qui fait mal sans être accusé. La douleur existe, mais elle n'a aucun statut. Et c'est précisément cette absence de légitimité qui la rend plus lourde encore à porter. Quand une grossesse est en cours, tout converge vers l'enfant à venir. C'est logique et c'est nécessaire. Mais cette centralité produit un effet secondaire brutal. L'homme disparaît comme sujet. Il n'est plus qu'une fonction, protéger, assumer, rester stable, jamais une personne traversée par le doute ou la souffrance. À partir de là, toute interrogation personnelle devient suspecte. Penser à soi est interprété comme un manque d'engagement. Exprimer une fragilité est perçu comme un détournement d'attention. L'homme n'a plus le droit d'exister en dehors de ce que la grossesse exige de lui. Il doit être solide, silencieux, aligné. Cette mise à l'écart n'est jamais formulée clairement, mais elle est constante. On ne lui demande pas comment il va, mais s'il tient. On n'écoute pas ce qu'il traverse, mais ce qu'il garantit. La paternité à venir écrase l'identité présente. Le futur prend toute la place, au point de rendre le présent presque illégitime. Pour une figure publique, cette disparition est totale. L'homme ne peut ni se plaindre, ni se retirer sans être jugé. Il doit incarner une stabilité parfaite, pendant que sa propre vie intérieure est reléguée hors champ. L'enfant devient le centre absolu, et l'homme, paradoxalement, se retrouve seul face à une responsabilité qu'il n'a plus le droit de questionner. Ainsi se crée un déséquilibre profond. L'enfant est protégé par tous, mais celui qui doit protéger n'est protégé par personne. Et dans ce silence imposé, la paternité commence déjà sous le signe d'un effacement intérieur, rarement nommé, mais durable. À ce stade, il ne reste plus de position confortable. Rester dans le mariage pendant que tout se fissure expose à l'épuisement. En partir pendant une grossesse expose à la condamnation morale. Entre les deux, il n'existe pas de place juste, seulement des positions moins destructrices que d'autres. Tenir devient un verbe sans promesse. Cette situation impose une endurance particulière. Non pas l'endurance héroïque, mais celle plus discrète, qui consiste à continuer sans reconnaissance. Assumer sans être compris. Être présent sans être autorisé à dire ce que cela coûte. La grossesse avance, l'enfant arrive, et la vie exige que tout fonctionne malgré l'absence d'espace pour respirer. Pour une figure publique, cette endurance est redoublée par le regard extérieur. Chaque geste est interprété, chaque absence amplifiée. L'homme ne peut ni s'effondrer, ni se retirer.
Il doit continuer à tenir une ligne que personne ne lui a demandé explicitement, mais que tout le monde attend. Ainsi, la responsabilité ne se vit plus comme un choix, mais comme une contrainte prolongée. Elle ne produit pas de fierté visible, seulement une fatigue accumulée. Et pourtant, c'est dans cette tenue sans garantie que se joue quelque chose d'essentiel. Continuer à faire face, non parce que tout est juste, mais parce qu'un enfant arrive et que la réalité n'attend pas que les conditions soient idéales. Tenir, ici, ne signifie pas réussir. Cela signifie simplement ne pas abandonner ce qui dépend de soi, même lorsque aucune option ne permet d'agir sans douleur. Il n'y a pas de solution propre lorsque la grossesse avance et que le mariage vacille. Seulement des choix imparfaits, portés dans un climat où l'on est jugé avant d'être compris. Le silence, alors, n'est ni une fuite, ni une stratégie. C'est une manière de continuer à assumer, sans ajouter de violence à la violence déjà là. Rester, partir, tenir entre les deux. Aucune option ne protège totalement. Ce qui demeure, c'est la responsabilité nue, débarrassée de tout récit rassurant. Faire face sans certitude, aimer sans cadre idéal. Devenir père dans un espace où l'on n'a plus de place juste. Et peut-être que c'est précisément là, dans cette zone inconfortable et sans applaudissements, que se joue la forme la plus réelle de la responsabilité humaine.